John Kerry et Benjamin Netanyahou vont se rencontrer demain à Rome. Israël rejette par avance le vote d'une résolution demandant un retrait israélien sous 2 ans de Cisjordanie et que les Palestiniens veulent présenter demain. En Turquie, série d'arrestations et de perquisitions dans des journaux d'opposition. Un rédacteur en chef critique envers le président Erdogan a été interpellé. Vive réaction de l'Union européenne ce soir. Un accord trouvé à Lima au Pérou sur la réduction des gaz carboniques afin de lutter contre le réchauffement du climat. Rendez-vous dans quelques mois pour un sommet mondial prévu à Paris. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, l'autorité palestinienne aurait donc entériné ce soir sa décision de présenter dès demain au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution demandant un retrait israélien de Cisjordanie pour revenir à la situation de 1967, c'est-à-dire juste avant la guerre des 6 jours. Évidemment, les Israéliens ne l'entendent pas de cette oreille et il y aura demain cette rencontre très attendue à Rome entre le secrétaire d'État John Kerry et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. John Kerry doit rencontrer ensuite les dirigeants de pays arabes et de l'autorité palestinienne. Qu'en est-il donc de cette situation ce soir? S'agit-il de nouvelles menaces ou d'une véritable escalade? On va en parler avec 2 ambassadeurs d'Israël. Bonsoir Daniel Sheikh, merci d'être là. Freddy Ethan, bonsoir à vous. Également, on ira également écouter des réactions d'Israéliens dans la rue face à cette situation diplomatique de nouveau tendue et les Israéliens qui se retrouvent cette fois amenés devant le Conseil de sécurité de l'ONU. اتخذنا مجموعة من القرارات شملت أولاً التوجه إلى مجلس الأمن لمشروع قرار عربي يتضمن تثبيت قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67. ניסיון לכפות עלינו באמצעות החלטות באו"ם נסיגות לקווי 67, והדבר יביא את גורמי האסלאם הקיצוני לפרברי תל אביב ולליבה של ירושלים. كما حررنا غزة كما أقمنا فيها السلطة سنكرر نفس التجربة في الضفة الغربية تمهيدا لوصولنا إلى فلسطين كل فلسطين. אבל שלא יהיה שום ספק, הדבר הזה יידחה. Alors, avant de discuter de cette situation diplomatique, explication en images donc sur cette demande palestinienne présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU à la veille d'une rencontre entre Netanyahou et Kerry à Rome. C'est avec Léa Berdugo. La pression palestinienne sur le Conseil de sécurité s'accentue. Une résolution unilatérale pour mettre fin à l'occupation israélienne sera présentée à l'ONU dans les prochains jours. Une proposition catégoriquement rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous sommes confrontés à la possibilité d'une attaque diplomatique, autrement dit d'une tentative de nous imposer par des décisions de l'ONU un retrait aux frontières de 67 dans un délai de 2 ans. Et cela amènera les islamistes extrémistes dans les banlieues de Tel Aviv et au cœur de Jérusalem. Nous ne le permettrons pas, nous le rejetterons fermement et de façon responsable. Benjamin Netanyahou s'envolera pour Rome lundi afin d'y rencontrer John Kerry. Le secrétaire d'État américain s'entretiendra également le lendemain avec une délégation palestinienne et quelques heures plus tard avec les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Au centre des discussions, le droit de veto américain au Conseil de sécurité des Nations unies. Je suppose qu'une proposition anti-israélienne se heurtera à un veto américain. Cela a toujours été comme ça et nous espérons que cela le restera. Le peuple américain soutient l'État d'Israël et s'oppose à toute atteinte de nuire à l'État d'Israël, de l'isoler aux Nations Unies. Le texte jordano-palestinien prévoit le retrait des forces israéliennes des territoires palestiniens sur les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale. Le tout est assorti d'une date limite fixée à novembre 2016.
Mais ce n'est pas le seul texte qui sera soumis aux Nations Unies. Suite à la reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français, la France présentera elle aussi une proposition de résolution de conflit moins contraignante. Elle prévoit une reprise des négociations sur un calendrier de 2 ans pour arriver à un accord permanent. La semaine sera donc hautement diplomatique et particulièrement pour John Kerry, placé au centre de l'attention. Le secrétaire d'État tentera de prendre la température auprès des Palestiniens et des Israéliens. Les Américains proposeront-ils une nouvelle initiative diplomatique ou tenteront-ils d'arriver à un compromis avec les différentes parties? Réponse dans quelques jours. Alors, réponse dans quelques jours et peut-être même aussi dès demain avec ce qui va se passer à Rome devant le Conseil de sécurité. Est-ce qu'à votre avis, messieurs, il y a un danger plus important là ce soir, diplomatique évidemment pour Israël, que les dernières fois, Daniel Sheikh? Danger, c'est déjà un jugement de valeur. Danger d'être condamné ou d'être mis en défaut? Non, ce n'est pas une résolution qui demande la condamnation d'Israël, c'est une résolution qui va beaucoup plus loin, qui veut mettre sur la table un projet qui remplacerait en fait la négociation inexistante entre Israéliens et Palestiniens. Le chemin est encore long. Une résolution, même si elle sera présentée demain, peut être d'abord retirée. Elle peut sans doute traverser un long chemin de changement, de modification, de suppression de paragraphes, d'ajout d'autres paragraphes. Et elle peut aussi être surclassée ou surpassée par une résolution qui soit éventuellement proposée par la France, notamment, elle en parle, et d'autres pays européens, et même éventuellement par les États-Unis, qui vont tout faire, mais vraiment tout, pour essayer d'éviter d'être dans une situation de pression, c'est-à-dire, oui ou non, mettre un veto sur cette résolution palestinienne. Mais il faut comprendre, les Palestiniens pour lesquels le statu quo n'est pas une option acceptable, compte tenu du fait que sur le terrain de la violence, ils n'ont aucune chance de vaincre Israël, ils cherchent le terrain sur lequel Israël est le plus faible et où l'isolement diplomatique grandissant d'Israël va se manifester le plus fortement. Freddy Eitan. Écoutez, tout d'abord, il faut dire que concernant le Conseil de sécurité, il y a déjà une résolution, c'est la 242. Qui est la résolution fondamentale dans tout traité de paix, y compris avec l'Égypte, avec la Jordanie, et même aujourd'hui, elle est toujours valable. Je vous rappelle que la 242 a été adoptée en novembre 1967, juste après la guerre des 6 jours. Elle a été plus tard modifiée, après la guerre de Kippour, celle de 338. Je suppose que si Benjamin Netanyahu part demain à Rome, c'est qu'il y a déjà une certaine entente entre Américains et Israéliens. Un Premier ministre ne se déplace pas jusqu'à Rome ou ne rencontre pas un chef de la diplomatie américaine sans avoir élaboré avant. Que les diplomates essayent de trouver, comme disait Danny Sheikh, donc un certain compromis, un certain texte qui pourrait être entre les deux, un certain, je dirais même, un accord mutuel. Les Américains n'ont pas intérêt à imposer ainsi un veto, parce que cela, on est dans une campagne électorale. Cela dirait demain à Netanyahou, le monde entier est contre moi, et donc les Américains ne veulent pas intervenir indirectement ou directement dans la campagne électorale. C'est très fragile pour les Américains. Ils souhaitent, parce qu'ils adoptent évidemment ce texte palestinien, comme les Français, comme tout le monde. Mais il y a là certains problèmes que nous devons prendre en considération, et je crois qu'il y aura, on trouvera, vous savez, quand on parle de date butoir, même les Français parlent de 2 ans, dans 2 ans. On a connu déjà des dates butoirs. Les Américains, John Kerry lui-même a proposé 9 mois. Mais 9 mois, vous savez, c'est la grossesse. Mais après cela, ici, on n'arrive pas après les 9 mois, donc c'est le chaos. Il faut trouver, je crois que John Kerry est un diplomate chevronné, infatigable, et il trouvera sûrement un compromis avec les Israéliens comme avec les Palestiniens. Mais si les Palestiniens insistent demain d'aller au Conseil de sécurité et imposent aux États-Unis, bien, et mettront mal à l'aise les États-Unis, donc dans ces conditions, je crois que les États-Unis, en fin de compte,
imposeront un veto. Ouais. Vous avez l'impression que John Kerry se gardera d'intervenir même indirectement dans cette campagne électorale? Parce que finalement, est-ce que les Américains n'ont pas l'occasion, là, peut-être, de dire aux Israéliens, il faut peut-être faire un autre choix politique, vous, pour faire avancer les choses? D'abord, je suis moins certain que Freddy Eitan sur le degré d'entente entre Israël et les États-Unis. On peut avoir une autre lecture de cette rencontre d'urgence. À Rome, pas ici d'ailleurs. Peut-être qu'il se déplace. Elle a été fixée il y a une semaine. Oui, mais peut-être qu'il s'y déplace parce qu'il n'est pas du tout certain de la position américaine. Moi, je pense que c'est le cas. Parce que les Américains, qui ont une relation complexe, disons, avec le gouvernement israélien en général et avec Benjamin Netanyahu en particulier, pourrait jouer hard to get, comme on dit, en ce qui concerne le veto. Maintenant, vous dites, ils ne voudront pas intervenir. Je pense qu'ils ne voudront pas intervenir. Mais le problème aujourd'hui, pour les Américains, c'est de décider qu'est-ce qui serait plus considéré comme une intervention et en faveur de qui? S'ils mettent le veto ou s'ils ne le mettent pas, c'est-à-dire s'ils permettent le vote au Conseil de sécurité qui mettrait beaucoup de pression sur Netanyahou et sur l'État d'Israël, ou bien le veto qui, lui, serait beaucoup moins populaire dans la région, qui mettrait peut-être en difficulté les États-Unis dans leurs efforts contre Daesh, etc., toute la situation régionale. Donc il y a ici un équilibre à jouer. Je ne sais pas quel sera le choix, mais je pense surtout que les grandes décisions, on n'y est pas encore. C'est-à-dire il y aura peut-être éventuellement la présentation de ce texte, puis le texte va changer, éventuellement les Européens. Moi, personnellement, je pense qu'Israël devrait s'inquiéter plus d'un texte européen que d'un texte palestinien. C'est plus facile de convaincre les États-Unis de mettre un veto sur un texte intransigeant palestinien que sur un texte beaucoup adouci, arrondi, qui viendrait de membres de l'Union européenne. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas une cote d'alerte qui a été atteinte maintenant par Netanyahou? Vous savez, Israël, ça se voit, nous sommes dans difficultés diplomatiques et ça va de soi que la campagne palestinienne marque des points. On le voit dans tous les parlements européens ont voté, une majorité écrasante a voté, bien que ce n'est pas contraignant, mais ont voté. Mais il faut dire aussi que Netanyahou part à Rome aussi pour rencontrer le Premier ministre, donc le président du Conseil italien, et va rencontrer probablement aussi Madame Federica Molini, qui est présidente donc de l'Union européenne. Et je suppose aussi que tant que les Italiens, parce qu'on a eu quand même certaines promesses du côté italien, et qu'ils feront effectivement, il n'y a pas eu du côté italien ni du Parlement, ça peut arriver, mais jusqu'à présent c'est assez calme et c'est assez favorable à Israël. Ça ne veut pas dire, et là c'est je crois le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il y a d'une part une initiative palestinienne et il n'y a pas de l'autre côté une initiative israélienne. Et c'est ainsi que nous nous trouvons confrontés à un problème. Tant qu'on n'a pas nous-mêmes une initiative, évidemment, de l'autre côté joue le champ libre et marque des points. Nous devons avoir une initiative, mais je crois quand même pas en ce moment avec les élections. Évidemment, c'est là le problème. Nous sommes dans une impasse, ça va continuer jusqu'au 17 mars, ça va être ainsi peut-être même plus. Et bien plus tard, parce qu'il y a une coalition, il y a 21 jours, et puis 21 jours, ça prendra 42 jours pour former un gouvernement. On ne sait pas qui va être demain le Premier ministre. Donc les Américains sont très prudents, ils ne veulent pas intervenir, s'ingérer donc de les affaires intérieures, mais les Américains aussi ont des problèmes. Les Américains, comme on le sait, d'abord il y a le Congrès américain qui va changer le 1er janvier, donc il y aura une autre assemblée, comme on peut dire, et d'autre part les Américains ont du mal avec d'autres difficultés, comme l'a dit, avec Daesh, avec les problèmes en Syrie, en Irak, et donc dans ce contexte-là, je crois qu'ils seront beaucoup plus prudents. C'est la fin du mandat d'Obama, et je crois qu'Obama aussi veut essayer de marquer des points, de prouver qu'il a été, même en politique étrangère, assez favorable, à prouver donc qu'il mérite le prix Nobel de la paix quand même, et donc il fera tout pour trouver une solution pour le Proche-Orient, ou marquer des points sans peut-être arriver à un compromis. Enfin, je dirais,
Quand on parle des lignes de 67, d'ailleurs ce ne sont pas des lignes, c'est les lignes d'armistice 49, quand on parle de Jérusalem en tant que capitale, et quand on parle de la loi du retour comme la proposition française pour les Palestiniens, évidemment, il y a un consensus en Israël qu'on pourrait trouver, évidemment, des modalités et des échanges de territoires et autres. Ce n'est pas définitif et cela prendra beaucoup de temps. Un mot justement sur l'attitude de Mahmoud Abbas maintenant, qui, on l'a vu depuis la semaine dernière avec la mort de ce dirigeant palestinien, a semblé en tout cas réussir à canaliser son mouvement et la colère à l'intérieur de son mouvement. Il n'a pas remis en cause les accords sécuritaires, mais il présente quand même cette résolution demain. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas l'avoir à tous les fronts, c'est-à-dire c'est le dirigeant palestinien qui rejette la voie de la violence et qui combat notamment à travers une coopération militaire avec Israël, les organisations terroristes, le Hamas, etc. Mais sa raison d'être politique, c'est le processus de paix. C'est-à-dire, c'est ça la raison pour laquelle il a encore la confiance de... On ne sait pas exactement quelle majorité des Palestiniens, ça n'a pas été testé depuis bien longtemps, c'est peut-être mieux comme ça, mais c'est sa raison d'être identifié avec le processus de paix. Le processus de paix n'existe pas, il n'y a pas d'initiative israélienne, son seul moyen de survie politique en Cisjordanie, c'est de prendre des initiatives diplomatiques. Et puisqu'il ne peut pas les prendre face à Israël, il ne peut plus les prendre face aux États-Unis, il va sur un terrain qui lui est très favorable et qui est d'ailleurs, je dirais entre parenthèses, détesté par tous les gouvernements israéliens depuis 1967, c'est les Nations Unies. Ouais. Écoutez, il faut dire que Mahmoud Abbas se trouve à la fois en détresse sur le plan politique intérieur comme sur le plan avec Israël, puisqu'il n'y a pas de négociation. Ça fait longtemps qu'il n'a pas rencontré Benjamin Netanyahou. Il a rencontré de temps en temps des émissaires de la part de Netanyahou, mais il n'a pas eu de contact direct. Ce qu'il faut dire aussi, dans le contexte où le Hamas, on l'a vu ce soir, donc avec cette manifestation de force du Hamas, en prouvant qu'il est capable donc de relancer les hostilités et de faire en sorte qu'il n'est pas tellement isolé, puisque ses porte-paroles et les discours belliqueux ont parlé aussi de l'Iran, du soutien de l'Iran au Hamas, ce qui est d'une façon claire et nette, pour prouver par là que l'Iran est derrière le Hamas, l'Iran chiite face au Hamas sunnite. Il y a, et Mahmoud Abbas se trouve aussi dans des conditions qui ne peut pas non plus arrêter ou mettre un terme à la coopération sécuritaire. Et on le dit, certains porte-paroles le disent, il y a un problème au sein même du Fatah, c'est-à-dire dans l'autorité palestinienne. Certains souhaitent mettre terme, comme Rajoub, mettre un terme donc à cette coopération, mais Mahmoud Abbas est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage, parce qu'il sait que la coopération sécuritaire va en sa faveur, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coopération militaire, ça va de soi que le Hamas cherche par tous les moyens, si vous voulez, de mettre l'emprise, si vous voulez, dans le territoire en Cisjordanie et faire tomber donc le Mahmoud Abbas. Et là, c'est sa crainte. Et puis sa propre personnalité, qu'évidemment, grâce à Israël, grâce à nos services, il y a cette coopération qui est, pour Israël comme pour les Palestiniens, est très importante. Alors on verra tout à l'heure justement les images du 27e anniversaire du Hamas célébré aujourd'hui à Gaza. Il est question de négocier par l'entremise de l'Égypte encore une fois la remise des 2 dépouilles des soldats israéliens qui n'ont pas été ramenés après avoir été tués à Gaza. Est-ce qu'à votre avis Israël aurait intérêt aujourd'hui, est-ce que ce serait le moment, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'implications politiques également, de négocier, de récupérer ces corps, peut-être contre, pourquoi pas, des libérations de prisonniers? Je ne sais pas quel sera le marché. Je ne pense pas qu'il y aurait une négociation directe avec le Hamas. Par l'Égypte, ouais. Par l'intermédiaire de l'Égypte, pourquoi pas? Je crois que ça a toujours été, c'est un peu dans l'éthique de l'armée israélienne, de Tzahal et du public israélien, de tout faire pour rapatrier même les dépouilles et même les restes de dépouilles de soldats israéliens tombés pendant la bataille. Donc je suppose que l'effort sera fait. Je ne sais pas exactement quels seront les contours d'un tel accord.
Le Hamas va sans doute commencer avec des exigences énormes, mais il faut laisser un peu de temps et voir. Je crois que nous avons l'avantage en ce moment-là d'avoir la personne du président égyptien, quelqu'un qui est plutôt favorable à la partie israélienne et surtout très hostile au Hamas. Donc c'est peut-être le moment de le faire. Ouais. Vous pensez qu'Israël a intérêt ? Bon, cet échange, s'il y aura lieu, je ne crois pas que ça va se faire dans les semaines à venir et non pas dans une campagne électorale, parce que Benjamin Netanyahu a déjà vu qu'en échange avec le soldat Shalit, on a échangé avec 1000 Palestiniens, en majorité du Hamas, il y a des récidives, donc il y a un problème sur le plan opinion. La libération de prisonniers maintenant non, en campagne électorale est il faut l'exclure. Il faut l'exclure. l'exclure donc sur le plan de Sisi, je crois que le Hamas est dans son collimateur. Et donc il est effectivement très, très sévère, je dirais même déteste le Hamas, parce que je vous rappelle, il y a 3 semaines, 13 soldats égyptiens ont été tués dans le Sinaï. Et il a des preuves que c'est le Hamas, puisque Khaled Mashal lui-même dit commandité, si vous voulez, cette opération. Donc il y a là un autre problème pour le Hamas, et le problème le plus grave pour le Hamas, c'est qu'il n'y a pas de reconstruction de Gaza, de la bande de Gaza, et là, juste après l'opération israélienne qui a duré plus de 50 jours, on est effectivement sur le même, au moins, départ avant l'opération, donc cela prouve par là que le Hamas est vraiment en détresse et isolé du monde arabe d'une part, mais aussi vis-à-vis de l'Europe ou même des États-Unis. Voilà, malgré donc cette démonstration de force, on avait vu quelques images, on verra tout à l'heure le reportage complet de Maxime Perret. Je voudrais qu'on écoute à présent quelques avis de citoyens israéliens à propos donc justement de ce qui va se jouer demain à Rome, également de cette résolution présentée par les Palestiniens et donc de la situation dans laquelle se trouve Benjamin Netanyahou. On écoute. Je ne pense pas que ça nuira à Netanyahou. Je pense que ça lui donnera même un petit coup de pouce. Tout ce que font les Palestiniens, les actes terroristes contre les Israéliens, d'un côté ils disent qu'ils veulent la paix, mais d'un autre côté ils commettent tous ces attentats terroristes. Ça finit par rendre les gens plus à droite. À mon avis, rien ne fera quitter le pouvoir à Bibi. Le peuple est tellement bête et ivre qu'il n'y a aucune chance qu'il ne le remplace. Je pense que ça portera atteinte à son statut. Je pense que son statut est constamment détérioré car il ne fait aucun pas réel vers les Palestiniens. La proposition actuelle pour la reconnaissance d'un État palestinien nuira à Netanyahou, car cela va à l'encontre de ce qu'il veut promouvoir pour les prochaines élections. Alors, question justement, est-ce que vous pensez que la situation avec les Palestiniens et notamment cette tension diplomatique, cette résolution, cela va nuire électoralement à Benjamin Netanyahou ? J'ai touché le sujet tout à l'heure. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est mieux pour lui c'est-à-dire la logique du pire, dire regardez, nous sommes totalement isolés, le Conseil de sécurité vote contre nous, etc., etc. Ou bien, au contraire, un veto américain. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'il n'a pas encore choisi le terrain qui lui sera le plus favorable pour cette campagne électorale. Est-ce qu'il veut les questions de sécurité, les questions israélo-palestiniennes sur l'ordre du jour du public israélien, ce qui n'est pas le cas spontanément, ou bien est-ce qu'il préfère maintenir le débat de cette campagne à un autre niveau, celui du destin de notre pays, de leadership personnel, etc., etc. Je ne pense pas d'ailleurs que l'opposition actuelle, c'est-à-dire le ralliement maintenant entre le Parti travailliste et Atnoa de Tzipi Livni, vont lui permettre de toutes les façons de négliger la question israélo-arabe, mais il a encore une certaine marge de manœuvre pour choisir son sujet préféré.
Freddy Eitan, là-dessus. Je crois que le sujet préféré de Netanyahou serait effectivement la lutte, le combat contre le terrorisme et les menaces proches et lointaines. C'est-à-dire les menaces du terrorisme du Hamas, l'alliance au Hamas avec l'Iran, on a Daesh, on a la guerre civile en Syrie, et il y a des problèmes, il y a la bombe atomique iranienne. Ce sera toujours à l'ordre du jour d'une campagne électorale. Mais comme il a à son aile gauche, je dirais, à la fois Lieberman et Kahlon, qui, lui, et c'est surtout la vie chère, et c'est surtout les problèmes économiques et sociaux. Donc, dans ce sens-là, il fera aussi un virage pour trouver des problèmes. Et d'ailleurs, il a commencé en parlant de la TVA zéro pour les produits, par exemple, alimentaires et autres, et non pas pour les maisons. Donc, il comprend, effectivement, c'est pas la première fois, c'est pas sa première campagne électorale, mais enfin, il faut dire aussi que Netanyahou, quand il sent qu'il y a une pression, et je crois que et même toutes les pressions exercées de la part des Européens comme des États-Unis montrent par là que le peuple israélien devint beaucoup plus intransigeant, et en particulier Netanyahou. Et donc il a ici un terrain favorable si on continue, si vous voulez, et si demain, hélas, il y aurait d'autres attentats terroristes à Jérusalem et un peu partout. Donc ça la renforcera, et on l'a vu dans sa première campagne en 1996 face à Shimon Peres, je vous le rappelle, juste après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc il y a eu des attentats, et Shimon Peres a perdu ses élections, et pourtant il était publiciste, Shimon Peres, après un assassinat donc d'un premier ministre israélien. Et donc il a gagné quand même ses élections parce qu'il a montré, si vous voulez, une certaine campagne de crainte, de peur, et qui a évidemment effrayé les Israéliens. Il se peut qu'il reviendra donc lors de sa campagne de 96, un nouveau scénario, mais évidemment la donne a changé, et il aura des difficultés pour le Likoud, pour son parti, donc seul, d'avoir une majorité absolue pour devenir demain Premier ministre. Je crois qu'une soif d'espoir sera aujourd'hui dans cette campagne plus présente qu'en 96, où le pays était très déprimé par l'assassinat de Rabin, et qu'il y a peut-être un mouvement qui est en train de se créer dans le public israélien, de dire ça suffit de nous faire peur sans arrêt, il faut une lueur d'espoir. Eh ben on verra. En tout cas, c'est vrai que cette campagne sera, à n'en pas douter, influencée d'une manière ou d'une autre par ce qui va se jouer peut-être demain donc à l'ONU et à Rome, avec cet entretien entre Netanyahou et Kerry. Merci Daniel Sheikh, merci Freddy Eitan. Dans un instant, vous entendrez notamment le témoignage exclusif de l'un des Israéliens blessés dans cette attaque d'un nouveau genre à Jérusalem vendredi dernier, attaque à l'acide. Témoignage exclusif dans un instant à suivre donc. Et puis également la situation en Turquie après une série de perquisitions aujourd'hui dans des journaux d'opposition. Suite du Grand Direct dans un instant. John Kerry et Benjamin Netanyahou vont se rencontrer demain à Rome. Israël qui rejette par avance le vote d'une résolution que les Palestiniens comptent présenter demain au Conseil de sécurité de l'ONU et demandant un retrait aux lignes de 1967. En Turquie, série d'arrestations et de perquisitions dans des journaux d'opposition à l'actuel président Erdogan. Une vingtaine de personnes arrêtées, dont un rédacteur en chef. L'Europe critique ce soir cette opération contraire aux valeurs européennes. Accord trouvé à Lima, au Pérou, sur la réduction des gaz carboniques afin de lutter contre le réchauffement du climat. Rendez-vous à présent dans quelques mois pour un sommet mondial qualifié de décisif et prévu à Paris. Et pour commencer donc l'actualité politique en Israël, avant cette campagne électorale et ces élections fixées au 17 mars, eh bien c'est toujours l'agitation qui domine. Il y a quelques minutes, le Parti travailliste vient de faire valider par ses militants l'acte de rapprochement spectaculaire annoncé la semaine dernière entre son leader Yitzhak Herzog et l'ancienne ministre Tzipi Livni du parti Hatnoa, accord donc qui porte notamment sur un partage du poste de Premier ministre en cas de victoire évidemment aux élections. On va retrouver sur place à Tel Aviv, à l'endroit où le vote vient d'avoir lieu, Léa Berdugo. Bonsoir, toute seule au milieu de ces chaises vides, mais tout à l'heure c'était plein. Léa, vote qui a donc été en faveur de cet accord.
Oui, exactement. Alors, c'est un Yitzhak Herzog heureux qui est apparu devant les membres du comité central du Parti travailliste. La liste a été adoptée à l'unanimité. Alors, une liste qui prévoit Tzipi Livni comme numéro 2. Alors, même si avant, certains militants avaient sourcillé sur le fait que Livni ait une place importante accordée au sein de cette liste, eh bien, aujourd'hui, le son de cloche était complètement différent. Quand on discute avec les militants, eh bien, ils sont heureux du chemin que prend cette alliance et du poids que peut avoir cette alliance dans ces sondages. Alors, autre point important à souligner, c'est que par l'adoption de ce vote, eh bien, l'accord de rotation a été adopté, c'est-à-dire 2 ans de pouvoir pour chacun des leaders. Alors, il est important également de noter la présence de Shaoul Mofaz, ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense, pour l'aspect sécuritaire. En tout cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que cette nouvelle coalition a le vent en poupe. Selon le dernier sondage de Yediot Aharonot, eh bien, la liste est placée en tête des sondages. Alors, réaction justement, Léa Verdugo, des militants ce soir? Les militants et également les membres du Parlement, les députés de la Knesset, on a pu parler à quelques-uns d'entre eux, et bien ils sont globalement satisfaits. Je vous propose d'écouter Nachman Shai et Merav Michaeli. La signification est très claire, la création d'un grand parti plus important que chaque organisation politique individuellement et qui aura une forte probabilité d'arriver en tête des élections. Cela va procurer au Parti travailliste tellement de députés en plus que ça vaut vraiment le coup. Et en plus, cela va nous permettre de former un gouvernement qui sera au service de chaque citoyen israélien. Donc ce prix à payer n'est pas si important. Voilà donc pour ces réactions que vous avez recueillies. Léa Verdugo, merci, en direct donc de Tel Aviv où le Parti travailliste a donc validé cet accord électoral. L'autre fait marquant du week-end, eh bien, c'est par exemple dans la scène politique israélienne, cette rupture annoncée au sein du parti religieux, le parti orthodoxe Shas, et puis l'ancien ministre Lieberman qui pourrait, lui, tout simplement rejoindre cette coalition de gauche formée par Livni et Herzog. Netanyahou se retrouve en quelque sorte de plus en plus isolé. Léa Volbert. Voter pour Avigdor Lieberman reviendrait à voter pour la gauche. C'est du moins ce qu'affirme le Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou. Aussi improbable puisse paraître cette déclaration, elle résulte d'un syllogisme plausible si l'on en croit la rumeur qui court au sein de la classe politique israélienne. Lieberman, leader du parti conservateur Israël Baïtenu et actuel ministre des Affaires étrangères, pourrait s'allier avec Yair Lapid, fraîchement remercié par Benyamin Netanyahou. On parle également d'une éventuelle fusion avec le tout nouveau parti de Moshe Kahlon, Kulanu. Mais Lieberman dément en bloc, malgré ses quelques différends avec le Premier ministre, notamment au sujet de la gestion de la dernière opération militaire. Le ministre des Affaires étrangères balaie d'un revers de main ces dernières accusations. Je travaille avec Binyamin Netanyahou depuis des années. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des désaccords, il y en a encore. Mais malgré tout, j'ai beaucoup d'estime pour le Premier ministre et je le respecte beaucoup. Ceci dit, je n'ai aucun préjugé sur qui que ce soit. J'espère que nous mènerons une campagne électorale respectueuse et efficace, sans attaque personnelle, sans diffamation. Je pense que le pays a besoin d'un débat terre à terre et pas d'un débat personnel. Israël Baïtenu est un parti qui défend son idéologie, pas le nombre de sièges dont il dispose. Nous sommes le camp national, nous sommes plus patriotes que n'importe qui d'autre. Nous n'avons pas besoin de l'approbation du foyer juif ni du Likoud. Israël Baïtenu se suffit à lui-même, mais pour autant, Avigdor Lieberman laisse entendre qu'il ne refuserait pas de rejoindre un éventuel gouvernement de coalition dirigé par la liste commune travailliste Atnoa d'Isaac Herzog et Tzipi Livni. Une façon claire de faire passer son message. Désormais, un parti ne se range plus à droite ou à gauche de l'échiquier politique, mais derrière un leader, des idées, une personnalité suffisamment charismatique pour conduire Israël. Le Likoud est loin d'être le seul parti secoué par les dissensions internes. Le Shas, formation ultra-orthodoxe, traverse également une période pour le moins houleuse. 1 an après le décès de son chef spirituel, la formation politique est scindée entre Eli Ishai, figure de proue du parti, et Aryeh Deri, l'actuel président. La réunion de réconciliation, initialement programmée mercredi dernier, a été annulée à la demande du conseil rabbinique
de chasse. Acculé à un rôle secondaire au sein du parti, relayé au second plan par le panel de conseillers spirituels, Eli Yishai pourrait présenter sa démission dans les prochains jours et pourquoi pas s'allier à Uri Ariel, probable dissident d'un autre parti religieux, Abait HaYehudi, en vue des élections du 17 mars prochain. Et on y revient tout à l'heure dans le débat du Grand Direct. C'était vendredi dernier, tout près de Jérusalem. Un Palestinien s'en prenait à une voiture où des Israéliens, un couple et 2 enfants, s'apprêtaient à prendre en charge un autostoppeur. Le Palestinien lançait sur les occupants et cet autostoppeur un flacon d'acide. Il allait ensuite s'en prendre à des passants avec un tournevis lorsqu'il fut blessé aux jambes par un témoin de cette scène. Les blessés ne sont que légèrement touchés pour la plupart, mais le traumatisme de cette attaque d'un nouveau genre est grand. Écoutez justement le témoignage exclusif recueilli aujourd'hui de l'un de ces blessés. Il s'agit de cet autostoppeur franco-israélien au micro d'Elsa Mourgue. Je m'arrête et là j'attends même pas 1 minute, une voiture s'arrête pour me prendre en stop. À ce moment-là, il y a un arabe qui arrive, donc le terroriste, et il est arrivé de par ma droite, m'a demandé l'heure, et là il m'a jeté un verre d'acide. On ne sait pas exactement quel type d'acide, s'il y avait de la soude dedans ou pas, mais je l'ai reçu, directement dans les yeux. Une douleur assez vive dans les yeux, et puis une respiration assez douloureuse, hein, parce que évidemment ça coule dans le nez, dans la bouche. Alors bon, j'essaie de quitter l'endroit où se trouve le terroriste. Je cours à peu près 10 ou 15 mètres et je m'arrête. Je refais marche arrière parce que j'ai quand même laissé une famille juive derrière moi. Et là, je vois une voiture de police, des gardes-frontières. Je me dirige vers elle et je lui explique qu'il y a eu un attentat. Ils ont très vite compris ce qui s'était passé. Ils font 10 mètres en voiture. J'entends boum, boum, boum. Cette route, je la prends fréquemment. Hein. J'essaye en général de ne pas la prendre 2 fois de suite à la même heure. Je connais un petit peu les règles du jeu. Seulement, c'est vrai que là, j'ai méprisé un petit peu cette règle du fait que Shabbat rentre tôt et puis de revenir sur Guilot, de repartir sur Bétar, ça m'aurait fait perdre une demi-heure et j'ai pas respecté les règles que je m'étais imposées. D'habitude, vous faites plus attention et là... Quand quelqu'un s'approche de moi et qu'il n'est pas juif, hein, je regarde ce qu'il a dans les poches, dans les mains. Là, j'ai pas vu de danger. Je l'ai pas vu arriver le danger. Qu'est-ce que vous espérez qui va se passer maintenant vis-à-vis de la personne qui vous a agressé ? J'ai pas de volonté de vengeance. Ce qu'il y a, c'est que je préfère le savoir à l'abri, en prison, hein, pour pas qu'il recommence. Parce que d'abord, c'est pas la première fois. Et puis ensuite, il faut protéger nos citoyens. Et c'est pas avec de l'acide ou quoi que ce soit d'autre, hein, qui nous feront bouger. Ce matin, en Conseil des ministres, le gouvernement israélien a validé la nomination d'un nouveau chef d'état-major pour Tsahal. Il s'agit du général Gadi Eisenkot, considéré comme un partisan de la ligne dure en cas d'attaque visant le territoire israélien, mais qui était contre une attaque préventive visant l'Iran sur le dossier du nucléaire. Le Hamas, lui, a célébré ce week-end son 27e anniversaire. Démonstration de force aujourd'hui à Gaza, au moment où il est question justement de négocier avec Israël le retour des dépouilles de 2 soldats israéliens tués lors de l'opération l'été dernier. Le Hamas affirme par ailleurs avoir réussi à pirater des vidéos dans les ordinateurs de l'armée israélienne. Maxime Perez. Les chefs du Hamas, politiques et militaires, main dans la main. Un peu plus de 3 mois après la fin du conflit avec Israël, le mouvement islamiste palestinien fête en grande pompe son 27e anniversaire. Malgré une situation proche du désastre humanitaire dans la bande de Gaza, il veut faire bonne figure, montrer qu'il n'a rien perdu de sa fougue militante. Ses partisans ont répondu présent. Les brigades Ezzedine al-Qassam ont promis et juré la liberté. À vous, Gazaouis.
C'est une question de temps. Et le jour où vous verrez la lumière de la libération s'approche à grands pas. Et pour l'occasion, le Hamas ne s'est pas privé de défier Israël. En plein milieu des festivités, un drone de l'organisation islamiste a fait une brève apparition dans le ciel de Gaza. Une provocation de circonstance qui a suffi à alerter l'aviation israélienne, dont plusieurs appareils se sont tenus prêts à intervenir en cas d'infiltration aérienne. En cette période de commémoration, le Hamas manie également à merveille la guerre psychologique. Le mouvement islamiste palestinien a diffusé ces dernières heures une nouvelle vidéo relatant un accrochage meurtrier avec Tsahal lors de l'opération Bordure Protectrice cet été. 2 soldats israéliens avaient été tués dans cette infiltration du mouvement islamiste, mais contrairement à ce que racontait jusqu'ici la version officielle, le commando terroriste a tranquillement regagné la bande de Gaza à pied, et non par l'intermédiaire d'un tunnel. Il s'agit donc d'une faille dans le dispositif sécuritaire à la frontière israélienne. La télévision du Hamas s'est enfin illustrée en diffusant cette vidéo où apparaît la silhouette de Mohamed Deif, figure presque légendaire du mouvement islamiste et de sa branche militaire. Image difficilement vérifiable qui tendrait à prouver que l'homme visé par une frappe de l'aviation israélienne le 20 août dernier a survécu. Le Hamas ne serait donc pas affaibli, de nouveau prêt à combattre, mais il cherche surtout à faire monter la pression alors que des négociations seraient menées secrètement. Elles pourraient mener à la restitution de la dépouille du soldat Oron Shaul, tombé dans une attaque du Hamas aux premières heures de l'opération terrestre à Gaza. En Turquie, la police a mené des perquisitions aujourd'hui dans des journaux hostiles au président Erdogan et favorables à son rival Gülen, qui est exilé actuellement aux États-Unis. Le rédacteur en chef de l'un de ces titres a même été arrêté, tout comme 24 autres personnes. Réaction très critique ce soir de l'Union européenne. Joseph Emmanuel. Vague d'arrestations en Turquie dans le milieu journalistique. La police a arrêté ce dimanche le rédacteur en chef de Zaman, l'un des principaux quotidiens du pays. 24 autres personnes dans 13 villes auraient également été interpellées. Un événement qui marque une escalade dans la lutte que mène le président Erdogan contre son grand rival, le prédicateur islamiste Fethullah Gülen, un proche du quotidien turc. Cette période prend place dans une démocratie faible. C'est un coup d'État. Nous serons toujours du côté des indépendants opprimés, quels qu'ils soient. Nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais les perquisitions chez les journalistes, dans leurs bureaux ou dans leurs chaînes de télévision. La police a dû s'y reprendre à 2 fois pour arrêter Ekrem Doumenli, des manifestants bloquant le siège du journal à Istanbul. Le chef du principal parti d'opposition a dénoncé un gouvernement putschiste d'une grande dangerosité pour la démocratie turque. Il faut voir ce qu'il se passe. Des mesures sont prises ciblant les journaux, les télévisions et les médias pour faire taire ceux qui parlent. Des lois sont faites, chacun devient suspect et la prochaine étape sera la suspension du Parlement parce que la liberté d'expression tient sur 2 points, les médias et le Parlement. Si vous nous faites taire ici, il en sera fini de la Turquie. Cette dernière mesure néo-ottomane prend place au sein d'une série d'interpellations menées depuis juillet. Il y a une semaine, le déconstructeur de l'héritage d'Atatürk avait promis de pourchasser jusque dans leur tanière les partisans de Gülen, qu'il présente comme des terroristes et des traîtres assujettis au journal Zaman. Il y a 1 an, ce quotidien multipliait les révélations sur de multiples faits de corruption touchant le premier cercle d'Erdogan. Des enquêtes journalistiques qui, selon le président, participaient d'un complot orchestré par une structure parallèle. Le président se voit aujourd'hui plus que jamais fortifié et de plus en plus protégé d'adversaires, à l'abri du palais présidentiel qu'il se faisait édifier et qui coûta aux contribuables 615 millions de dollars. Nouvelles attaques de policiers égyptiens dans le Sinaï. Des hommes circulant en voiture ont tué 2 agents de police près de la ville d'Al-Arish. Un attentat attribué au djihadiste d'Ansar Beth al-Maqdess. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a remporté largement les élections anticipées au Parlement qu'il avait lui-même provoquées. Coup politique réussi donc, qui lui permet de sortir renforcé de cette crise gouvernementale que connaissait l'archipel nippon. Regardez. Une nouvelle victoire pour le Premier ministre japonais. Le parti de Shinzo Abe remporte largement les législatives. Il avait provoqué ces élections pour en faire un vote de confiance populaire sur sa politique économique. Et la majorité obtenue lui permet désormais de valider les projets de loi même en cas de désaccord du Sénat, déjà contrôlé par les siens. Émiettée, l'opposition a été prise au dépourvu par un scrutin qui, selon elle, n'avait pas de raison d'être, un sentiment partagé par une partie des Japonais. L'élection s'est passée sans orientation claire et personne ne sait vraiment pourquoi elle a eu lieu, mais elle a eu lieu.
Le Parti libéral-démocrate est trop puissant et je sens qu'il a pris un virage très à droite, mais j'ai tout de même voté pour ce parti sans savoir si c'était la bonne chose à faire. Faible participation alors qu'ils étaient 105 millions appelés à voter. Mais cette victoire poussera Shinzo Abe à poursuivre des réformes économiques douloureuses. Son gouvernement avait décidé de reporter une nouvelle hausse de la TVA et se voit désormais libre d'accentuer les pressions pour atteindre le changement désiré. La stratégie économique mise en œuvre il y a 2 ans avait d'abord eu des effets positifs avant de s'essouffler pour faire tomber la 3e économie du monde en récession. Né dans l'une des plus influentes familles politiques du pays, Shinzo Abe se retrouve renforcé par une victoire électorale massive qui pourrait lui permettre d'inverser les courbes d'une économie affaiblie. À Lima, au Pérou, les pays du monde entier réunis pour évoquer la sauvegarde du climat ont réussi à trouver un accord pour réduire les émissions de CO2. Accord non contraignant, certes, mais qui peut rapprocher d'un accord global attendu lors du sommet prévu à Paris dans quelques mois. Leslie Rezoug. Des négociations marathon qui s'achèvent avec un accord à minima. Ce dimanche, les 196 pays réunis à Lima à la conférence de l'ONU sur le climat sont parvenus à arracher un consensus afin de réduire leurs gaz à effet de serre. Le but, empêcher qu'un flou juridique ne permette à certains pays d'outrepasser leurs droits. Ils pourraient alors ne rien faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un premier pas important donc selon les responsables des Nations Unies qui se félicitent de ces avancées. Je crois que nous avons vu au cours des 5 dernières années que la politique est en train de rattraper la science. Nous sommes très certainement en train d'aller de l'avant. Il reste encore beaucoup à faire à Paris l'année prochaine, mais je pense que nous avons franchi une étape très importante dans toutes les différentes questions que le président du comité a énumérées. Car les pays du Nord et du Sud continuent de s'affronter sur leur part de responsabilité et sur leurs engagements respectifs pour lutter contre le réchauffement climatique. En guerre ouverte contre les États-Unis, la Chine a notamment obtenu qu'il n'y ait pas d'évaluation des engagements nationaux au regard de la capacité des pays. Un texte qui est donc jugé peu ambitieux par de nombreux acteurs, dont les responsables d'ONG. C'est un texte incroyablement faible. Les différentes parties ont simplement obtenu quelque chose qui va conduire les différents pays à élaborer des idées sur les types d'émissions et les réductions qu'ils veulent apporter. Quand ils auront terminé, cela va être très difficile de savoir si nous sommes réellement en mesure d'éviter un changement climatique dangereux ou pas. Le prochain sommet devrait avoir lieu l'année prochaine à Paris. Il devrait permettre d'explorer plus avant les pistes de réflexion amorcées à Lima et trouver des solutions pérennes jusqu'en 2020. Un nouveau défi pour des nations qui peinent plus que jamais à se mettre d'accord sur une politique commune. Alors en ligne avec nous depuis Paris, Alain Bougrain-Dubourg, défenseur reconnu de l'environnement en France, président de la Ligue de protection des oiseaux, qui revient justement de ce sommet à Lima. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les dirigeants des pays qui étaient présents à ce sommet ont pris conscience du danger qui menaçait la planète, ou est-ce qu'on essaie toujours finalement de remettre à plus tard ce qui doit être fait ? Écoutez, c'est un peu les deux, parce que la prise de conscience est avérée. J'avais la chance d'être à Rio il y a un peu plus de 20 ans avec Ségolène Royal, et on évoquait déjà ces questions. Et à l'évidence, elle n'était pas perçue. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que les scientifiques nous disent une vérité à laquelle on ne pourra pas échapper et qui remet en cause le système de la planète. C'est vraiment la guerre du climat qui est engagée. Alors maintenant, il y a la démarche onusienne qui consiste à demander à 196 pays, ni plus ni moins, de se mettre d'accord. Et voyez-vous, par exemple, dans les délégations, certaines équipes avaient 200 diplomates. Comment voulez-vous parler de cette manière ? C'est extrêmement complexe et en même temps, on doit respecter l'identité et la singularité de chaque nation. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'on sait qu'il faut agir, mais on n'est pas tous d'accord sur la manière d'agir et certains veulent l'adaptation, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils doivent, notamment les pays du Sud, poursuivre leur développement, et comment on s'adapte en poursuivant un développement. Ils disent vous êtes gentils les pays du Nord, mais vous avez bien pollué, vous avez pris de l'argent, vous viviez bien, et nous on a besoin de bien vivre aussi. Et tout ça est compréhensible. Et puis il y a les pays du Nord, notamment l'Union européenne, les États-Unis,
qui vise prioritairement la réduction des gaz à effet de serre. D'un mot, qu'est-ce qui doit être voté ou décidé à Paris pour qu'un progrès considérable soit fait ? Ça va être déterminant parce que c'est Paris, la COP21 en novembre et décembre, ce sera le moment où tous les États s'engagent sur un plan pratique. Et ça, c'est colossal parce qu'en fait, on pourra avoir une lisibilité de l'effort de chacun et en conséquence constater si oui ou non on va réussir à maintenir ce climat en dessous de 2 degrés. Ça représente peut-être 70% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, ce qui est colossal. C'est vraiment un pari fou, mais indispensable pour la survie de la planète. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg. Je rappelle donc que vous étiez donc à ce sommet de Lima au Pérou et que vous êtes défenseur de l'environnement reconnu en France. Merci à vous. Merci. Le dialogue interreligieux peut-il aider à sortir de cette logique d'affrontement qui existe en Israël et au Moyen-Orient ? Des dignitaires de chaque communauté présente en Israël viennent de se réunir pour tenter de réfléchir ensemble à une solution. Reportage Uri Shapira avec Leslie Rezoug. On croirait à une scène de la Grèce antique. Les chefs spirituels des principales religions en Israël se sont rassemblés pour échanger leurs idées, leurs pensées. Druzes, musulmans, chrétiens et juifs, ils étaient des dizaines à se réunir sur le site druze de Nabi Shoueb, dans le nord d'Israël, pour le 7e sommet annuel interreligieux. Cette initiative du gouvernement a pour but de trouver un terrain d'entente entre les différentes confessions représentées dans le pays. Ce n'est qu'en dialoguant et en acceptant l'autre que nous pouvons faire de bonnes actions. Quand on s'assoit ensemble et qu'on discute, on se rend compte que nos différences s'atténuent. C'est vrai, nous avons quelques désaccords, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre ensemble côte à côte. Nous nous sommes réunis ici pour déclarer que toutes les religions ont une part d'humanité, toutes les religions appellent à l'amour, à la paix et à la compassion. Le temps d'un moment, tous semblent réussir à mettre leurs problèmes de côté pour dialoguer. Les participants sont divisés en 3 groupes pour aborder chacun un sujet différent, avec pour thème central la fameuse règle d'or « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous devons ressortir de cette rencontre aujourd'hui avec un message fort. Parce qu'il y a une sorte de silence qui réside et ce silence n'a pas lieu d'être. Les chefs des communautés et des groupes religieux pourront peut-être influencer la jeune génération dans nos villages, enseigner l'amour et le respect, mais nous ne pouvons pas régler les problèmes liés au gouvernement et les conflits politiques. Nous n'en parlons pas ici. Mais qu'on le veuille ou non, la politique reste omniprésente. Quelques mois après le début des affrontements sur le mont du Temple, le terme de guerre de religion est sur toutes les lèvres. Pour les figures non religieuses invitées à prendre part au sommet, cette rencontre est l'occasion de créer des ponts entre les communautés. Depuis le début, je considère que ce sommet est d'une grande importance. Il est important en soi, mais il l'est encore plus à cette période de tension. Mais les habitudes ont la vie dure. L'ancien ministre adjoint Ayoub Kara, membre de la communauté druze, pense qu'il n'y a de place que pour une seule religion en Israël. Je ne pense pas que la loi sur l'État-nation soit la source du problème. C'est la terre du peuple juif, c'est ce qu'a déclaré l'ONU. Les invités du sommet y croient sincèrement. On peut parvenir à la paix en se réunissant pour dialoguer. Une vision des choses certes naïve, mais qui ne manque pas de bon sens. Allez, on passe à l'actualité culturelle et musique ce soir. Et tout un symbole pour un pays ravagé par la guerre civile depuis plus de 3 ans. C'est un chanteur syrien qui a remporté hier le célèbre concours télévisé Arab Idol, regardé par des millions de téléspectateurs à travers tout le monde arabe. Il n'a que 21 ans et il espère réconforter évidemment ses compatriotes. Léa Volbert. La nouvelle star du Moyen-Orient, c'est lui. Azem Chéri, 21 ans, originaire d'Alep et exilé au Liban, est le vainqueur d'Arab Idol, le trophée musical le plus en vue du monde arabe. Le verdict est tombé tard, samedi soir. Une bouffée d'air frais pour les Syriens, une parenthèse de joie et de festivité dans un quotidien rythmé par la guerre entre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles. Cette victoire nous apporte une pause pendant la guerre. Azem nous a rendus heureux, nous a donné l'espoir qu'il allait gagner et a réussi une grande victoire.
Pendant 4 mois de compétition, Azem Chérif chante son amour pour son pays, son registre de prédilection, les airs de Koudoud, des poésies musicales qui célèbrent la ville d'Alep. Nous savons tous à quel point Alep a souffert et a pleuré après avoir été une ville de paix et d'art. Cette nouvelle apporte un souffle de vie aux gens d'Alep. Ils doivent vivre à nouveau. Ça nous retourne l'âme après les souffrances. C'est une joie pour Alep et tous les Syriens. Azem Chérif garde pour lui ses opinions politiques. Il dit chanter pour la Syrie et pour tous les Syriens. Le jeune chanteur semble faire l'unanimité et pourtant l'ambiance est bien différente dans la partie d'Alep aux mains des rebelles. À quelques mètres seulement, des yo-yo et des cris de joie. Le silence est lourd de sens. Selon un habitant, l'électricité a été coupée et la majorité des gens n'avaient même pas entendu parler de cette compétition. Une belle image pour finir, c'était il y a quelques minutes à Londres, l'élection de Miss Monde 2014. C'est elle, vous la voyez en photo, Miss Afrique du Sud. Elle a 22 ans, elle s'appelle Rolene Strauss et c'est donc elle la plus belle femme du monde. En tout cas, elle a été élue tout à l'heure, donc depuis Londres. On va se retrouver dans un instant, nous, pour le débat du grand direct consacré à la situation politique en Israël autour de Benyamin Netanyahou. À tout de suite.